merci à toutes et tous d'être là. Et je suis extrêmement ravie de réunir sur ce plateau Joël Sormand et David Le Breton, que certaines et certains connaissent déjà, puisque vous êtes tous les deux déjà venus très souvent au Festival de géographie. Alors, la rencontre est intitulée, je crois que j'ai intitulé du titre de votre livre, Cicatrices. Avec un S, mais ça va être une rencontre peut-être aussi je crois, de dialogue sur non pas forcément les derniers écrits de l'un et l'autre, mais sur le travail que vous faites tous les deux depuis très longtemps et de ce que vous questionnez de l'homme et de la société tous les deux à travers vos essais et ou vos romans. Mais je me baserai pour démarrer quand même sur vos deux derniers ouvrages, David Le Breton, Cicatrices, l'existence dans la peau aux éditions Métellier, édition à laquelle vous êtes fidèle depuis longtemps, et Le Témoin, Joël Sormand, aux éditions Flammarion. Ça fait aussi quelques années, je crois, que vous publiez chez Flammarion. Le Témoin, Joël, c'est l'histoire de Barthes qui un jour claque la porte de sa maison, ferme tout bien comme il faut, se débarrasse du peu qu'il a. Je peux le dire, c'est le début, hein, donc donne même sa carte d'identité à une dame qui a l'habitude d'être devant le supermarché où il va acheter régulièrement ses courses et va rentrer au palais de justice pour y rester. Poursuivre des audiences en comparution immédiate, mais pas seulement, et pour y vivre un peu. Je m'arrête là. On ira un peu plus loin, mais pas trop non plus. Mais c'est une façon, on s'imagine, pour lui de disparaître un peu et peut-être d'observer d'autres vies que la sienne et des vies particulières, puisque quand on va dans un palais de justice, c'est parce qu'on y est ou convoqué ou parce qu'on y travaille en tant qu'avocat ou juge, etc., ou parce qu'on est victime. Ça pose déjà quelque chose sur le lieu dans lequel on est, et la question du lieu sera aussi intéressante. Lieu dans lequel on peut toutes et tous aller, mais lieu dans lequel on n'a pas tendance à aller comme ça spontanément. Donc voilà une expérience, parce que je crois que c'est vraiment une expérience de corps. C'est une épreuve aussi physique qu'il va vivre, et puis l'observation des gens qui sont victimes, ça va se faire aussi effectivement par d'abord bien sûr par ce qui se dit, mais une observation aussi du physique, des postures, de la façon de s'habiller. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce que vous déployez dans ce livre Le Témoin. Et puis les cicatrices, David Le Breton, j'ai envie de dire, c'est la continuité de ce que vous questionnez depuis longtemps. Il y a eu ces livres sur les tatouages, il y a eu beaucoup de choses, même quand vous écrivez sur la conversation, il y a quelque chose quand même aussi de l'expérience du corps intime et du corps social aussi que vous posez comme question. Et par rapport aux cicatrices, il y a quelque chose quand même là aussi de l'épreuve, de la souffrance aussi, mais pas seulement. Et vous racontez comment on peut tous avoir une façon de vivre nos cicatrices différemment, aussi en fonction de l'endroit ou du moment où elles sont venues, et d'une façon d'être aussi avec elles. Et c'est aussi une histoire, j'allais dire, presque aussi générationnelle, l'histoire des cicatrices. On partira de ces deux livres-là, mais je crois aussi qu'il y a une lecture commune. Vous vous êtes lus tous les deux, et je vais commencer par vous, Joël, parce que pardon si je le déflore, mais je crois que quand vous écrivez vos livres, vous lisez beaucoup David Le Breton. Vous êtes une lectrice du travail de David Le Breton. Ça montre aussi quand même qu'il y a quelque chose aussi que vous allez puiser dans son travail et dans ses essais pour explorer ce que vous faites. Peut-être une première question sur la question du corps. Vous aussi, Joël, vous écrivez depuis longtemps aussi sur le corps tel qu'il est socialement. À partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose qui vous obsédait peut-être? Bonsoir à tous. D'abord, merci pour votre présence, et Sarah, merci pour l'invitation. Ça fait une vingtaine d'années que je publie, et c'est souvent de manière un petit peu rétrospective qu'on se rend compte d'une certaine cohérence ou d'une certaine continuité dans son travail. Et j'ai bien mis 15 ans à me rendre compte que c'était le sujet central de mes romans.
dans la façon dont il s'articule avec la question de l'identité. Et c'est là où je pense qu'on peut dialoguer aussi avec David Le Breton. La grande question qui est de savoir qu'est-ce que ça veut dire être soi. C'est quoi être soi? Et je pense que le livre Cicatrice, justement, relance cette question une nouvelle fois. Et donc, moi, j'ai essayé de tourner autour de cette question avec mon premier livre en 2005, qui s'appelle Boys, 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 qui interrogeait la question de l'identité féminine. Qu'est-ce que c'est être une femme, être du genre féminin? J'ai écrit sur l'habitat, sur qu'est-ce que ça veut dire habiter. Donc, c'est quoi la rencontre entre un espace et le corps qui l'habite? Comment est-ce que les corps s'impriment dans des espaces? J'ai écrit sur un boucher, donc sur cette rencontre entre le corps de l'animal et le corps humain. Qu'est-ce que c'est de s'approprier le corps des bêtes pour faire vivre son propre corps? J'ai écrit un roman qui s'appelle La peau de l'ours, et le récit d'une conscience humaine prisonnière d'un corps animal, d'un corps d'ours. J'ai écrit Science de la vie, qui est l'histoire d'une malédiction familiale qui touche une jeune fille qui ne peut plus justement être touchée par le monde, dont la peau est brûlée au moindre contact. J'ai écrit sur la psychiatrie. Donc là, vraiment, ça a été une période où je me suis vraiment intéressée à la question de la souffrance, et c'est des moments où j'ai beaucoup lu, évidemment, David Le Breton sur ces questions-là de la douleur, de l'anthropologie de la douleur, etc. Comment est-ce qu'on se forge une identité dans la douleur, que ce soit la douleur physique, donc de ce personnage dont la peau brûle, ou que ce soit la douleur psychique, qui est un livre qui s'appelle À la folie, qui est issu d'un an d'immersion au palais de justice pardon, je confonds avec celui-là, dans un hôpital psychiatrique. Et dans le dernier, en effet, comme vous le disiez très justement, la question du corps, je l'aborde par plusieurs fils. C'est-à-dire qu'à la fois, le livre est une espèce de récit documentaire qui met en scène des audiences, donc au palais de justice de Paris, que j'ai suivi pendant une année, tout type d'audience, et en effet qui mettent en scène des corps sur cette scène théâtrale qui est finalement une salle d'audience. Un procès, c'est d'abord un petit théâtre sur lequel vont monter des magistrats habillés de robes, d'ailleurs, de costumes, et qui vont être face à des prévenus, des victimes, dans cet espace clos, en dehors du temps et de l'espace habituel de notre quotidien. Et donc, j'ai voulu décrire ce qui se passe, cette rencontre entre des paroles, des corps de classes sociales différentes, d'histoires différentes. C'est vraiment un petit théâtre, vraiment à la fois de la lutte des classes et de la, comment dire, de la partition des langages entre ceux qui jugent et ceux qui sont jugés, qui est comme mis sous un microscope quand on le voit sur cette scène-là. Donc il y a cette partie, voilà, cette question-là de ces corps jugeants et de ces corps jugés. Mais en effet, à ce récit documentaire, j'ai branché, on pourrait dire, un petit roman. Et ce roman, il est porté par le personnage que vous nommiez en introduction, Bart, qui quitte tout pour s'installer en clandestin dans le palais de justice. Et alors, lui, il va à rebours, justement, on pourrait dire, quoi que peuvent peser nos corps sur le monde, dans la société. Lui, il veut s'escamoter, il veut escamoter son existence. Il démissionne, il jette sa carte d'identité, enfin, il se débarrasse de sa carte d'identité, il quitte tout, il devient une ombre, il disparaît finalement du champ social, il n'a plus d'existence, et il vit caché dans un faux plafond du palais de justice, et il se fond entièrement dans le bâtiment, et il est dans une démarche de déprise de soi, d'effacement de soi face à la violence du monde, qu'il a vécu lui-même personnellement. Et donc il se réduit totalement à n'être plus qu'un être d'observation des yeux, des oreilles. Et donc il assiste au spectacle de la justice, mais lui n'existe plus, il est juste ce témoin, le titre du livre, cet observateur, cette espèce de plaque sensible sur laquelle va venir s'imprimer toute la violence du spectacle de la justice, une espèce de tympan qui va vibrer à ce spectacle, et il ne veut être rien d'autre. Et je pense qu'il témoigne de quelque chose qui est, je pense, assez contemporain, qui est la fatigue
d'être soi et la fatigue d'être un individu social. Et je pense voilà, qu'il peut aussi être lié à une séquence politique très en crise, politique au sens large, hein, écologique, économique, identitaire, etc. Et donc, il est cet individu qui face à ces temps de crise, voudrait se fondre, disparaître. Et je pense que ça, c'est une tentation qu'on peut tous avoir, et en tout cas que moi j'ai dans l'écriture. L'écriture permet une déprise de soi, ce qui est pas la moindre de ses vertus. Vous venez de dire quelque chose d'important qui va vous faire forcément réagir, David Le Breton, c'est cette fameuse fatigue d'être un individu social et l'envie de disparaître de ça et de devenir invisible et simplement un témoin. Quand on parle de cicatrices, on nous renvoie forcément à la visibilité et non pas l'invisibilité et à l'individu social qu'on est finalement. C'est ça aussi que vous tentez de questionner à travers cicatrices, c'est la question de l'individu social, David Le Breton. Oui, c'est vrai qu'il y a une parenté énorme entre le travail de Joy et le mien, dans la mesure où on s'interroge en effet très justement tous les deux sur l'identité et en quoi les aventures de notre corps interagissent avec le sentiment qu'on a d'être soi. Et je l'ai décliné pour ma part effectivement dans nombre de domaines, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la douleur. Plus récemment sur les douleurs chroniques, mais aussi sur des douleurs qu'on accepte, vers lesquelles on vole, comme dans le sport extrême, dans le marathon, dans les pratiques de body art ou d'autres pratiques de suspension et autres. Finalement, toujours d'ailleurs, j'essaie de montrer l'ambivalence du monde, l'ambivalence des choses, puisque quand on dit douleur, je crois qu'on a tous l'idée d'un mouvement d'horreur, de se dire la douleur nous fracture, nous abîme. Et l'anthropologue peut dire non, pas du tout, parce qu'il y a des moments où la douleur, au contraire, construit, elle aboutit à des formes de maturité et autres, comme par exemple d'ailleurs dans les rites de passage, les rites d'initiation des sociétés traditionnelles. Mais même dans nos sociétés, banalement, il y a des tas de gens qui font les raids, des pestiférés à Raon-l'Étape. C'était la semaine dernière, je crois bien. Donc, des trails plutôt. Donc des longues courses associées à des longs passages en vélo, puis des longs parcours de natation, etc. Donc dans ces démarches-là, évidemment, on se rentre dedans, on se fait mal, mais en même temps, on explore les différents personnages qu'on peut être. Et puis dans d'autres livres, je me suis interrogé sur le visage et les déclinaisons de notre visage au fil du temps, par exemple, le visage qui change à travers le vieillissement, qu'on a du mal à reconnaître, mais aussi la question de la défiguration. La défiguration détruit le sentiment d'identité si la défiguration est brutale à la suite d'un attentat, par exemple, ou de choses comme ça. Mais non, si on est avec, entre guillemets, certains, c'est un peu différent. Et à ce moment-là, du coup, je ne peux pas ne pas m'interroger sur les greffes de visage, sur l'espèce de remise au monde qu'ont vécu, pas beaucoup en ce moment, quelques dizaines, mais en tous les cas quelques dizaines de personnes à qui on a restauré un visage humain, entre guillemets. On dit en français, il a plus figure humaine, entre guillemets. Là, les greffes de visage, ou de la face, comme disent les chirurgiens, c'est un peu ça. Voilà, mais depuis le début, donc je m'intéresse pas au corps, je sais pas, comme s'il était en apesanteur, évidemment. Toujours, ce qui m'intéresse, c'est la dimension existentielle. C'est pour ça d'ailleurs que je cite tellement d'écrivains ou de cinéastes, autant que de sociologues. Et les sociologues que je cite sont généralement des gens qui ont une écriture également très existentielle. Dans les Vosges, on ne peut pas citer Marcel Mauss ou des gens comme ça qui ont grandi dans le coin, ou par exemple par rapport à l'asile, c'est Erving Goffman, qui est un asile, qui est un grand classique de la sociologie américaine, mais qui se lit aussi absolument comme un roman, tellement Goffman décrit des scènes absolument époustouflantes. Voilà, c'est ça qui nous réunit, c'est une dimension très existentielle, une interrogation sur l'énigme de l'identité, l'énigme du corps aussi. Donc, voilà. Et puis Pétris, c'était dernière exploration en quelque sorte, mais qui traversait aussi mon travail dans la mesure où, ayant beaucoup écrit sur les attaques au corps de nos adolescents, notamment les scarifications, j'étais beaucoup interrogé sur les cicatrices qu'il en reste parfois, la défiguration. J'ai aussi travaillé à un moment donné avec des femmes qui ont vécu un cancer du sein et qui refusaient la reconstruction mammaire, mais par contre qui font de magnifiques tatouages sur leurs cicatrices.
y avait tout ça que j'avais envie d'autres choses encore. Hein. Et puis dans la littérature, évidemment, les cicatrices sont omniprésentes dans l'histoire de la littérature. D'ailleurs, je crois que j'ouvre le roman avec Paul Auster, avec Murakami, enfin, avec des grands classiques, mais des gens qui évoquent d'emblée leurs cicatrices comme si c'était une évidence, parce qu'ils ne peuvent pas parler d'eux, en effet, sans parler de leurs cicatrices, mais comme beaucoup d'entre nous, de toute façon, nos cicatrices, c'est un peu des marques de notre vie. Des marqueurs, effectivement, de notre vie. Je crois qu'il y a quelque chose qui, quand on parle de cicatrices, on parle forcément aussi on imagine, on a le mot souffrance qui vient assez rapidement. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose que vous interrogiez tous les deux, c'était des endroits où finalement on châtiait plus que soignait. Ça, ce sont vos mots. Vous dites finalement, dans un tribunal, dans un palais de justice, c'est pas comme à l'hôpital où on vient plutôt châtier plus que soigner les gens. Et je me disais, il y avait aussi la question de l'ordre non pas du soin, mais du mal qu'on fait ou du mal qu'on se fait. Et il y avait cette question quand même de souffrance qui marquait nos identités. Alors une souffrance physique ou une souffrance morale, quelque chose qui se voit ou qui ne se voit pas. Est-ce qu'il y a cette question quand même du mal qu'on se fait ou du mal qu'on fait aux autres que vous questionnez l'un et l'autre? Joy, peut-être d'abord. C'est vrai que là, je viens de faire coup sur coup deux livres, donc à la folie, à l'hôpital psychiatrique et Le témoin au palais de justice, qui sont deux livres qui interrogent, alors dans des formats un peu différents, parce que à la folie, c'est vraiment un récit documentaire et Le témoin, il y a un roman. Mais en tout cas, ce sont deux livres qui donc s'intéressent à deux institutions essentielles du fonctionnement de la société, donc la santé, la justice, et qui posent la question de savoir si les missions de ces institutions sont remplies. C'est-à-dire que, en effet, les missions de ces institutions, ce serait soigner, réparer, alors réparer les individus, réparer le corps social, prendre soin, assurer une harmonie dans le corps social, voilà, faire en sorte d'apporter une forme de cohérence et de rétablissement d'une rationalité. Bon. Et mes deux livres montrent, alors je vais pas me lancer trop avant parce que ce serait long, mais en tout cas, les deux livres montrent une forme d'échec de ces deux institutions. Et je pourrais attribuer cet échec à plein de raisons que je développe un peu dans les livres, mais il y en a une, je pense, qui peut nous intéresser là, c'est l'espèce de tension, de contradiction entre l'institution comme une espèce de corps abstrait ou monstrueux, généraliste, et les corps des individus. C'est-à-dire que ce soit dans la justice, mais comme c'est le cas à l'école, à l'armée, je ne sais pas, dans toutes les institutions, ce qui caractérise une institution, c'est qu'elle doit gérer les individus de manière totalitaire, pas au sens fasciste, mais encore que ça se discute. Mais on ne va pas faire du Foucault maintenant, mais au sens où elle prend les individus comme une totalité, comme un groupe, comme une communauté. Une institution ne peut pas individualiser. Il y a des protocoles dans les hôpitaux, il y a des cours qui sont les mêmes pour tout le monde à l'école, il y a un code pénal qui s'applique à tous. Et face à ces entités généralistes, nous avons des individus avec leurs cicatrices singulières, leur histoire personnelle, et il n'y a pas un individu ressemble à un autre, c'est-à-dire que chaque individu a une singularité irréductible. Et il y a quelque chose qui ne peut pas se rencontrer à ce moment-là et qui fait qu'il y a un échec à soulager la souffrance, celle du corps social comme celle des individus. Moi, ce qui m'a frappé au palais de justice, c'est comment justement on ne prenait pas le temps, et même formellement vu la scène théâtrale judiciaire dont je parlais tout à l'heure, on ne peut pas considérer les individus. Alors on sait que parfois il y a des circonstances atténuantes, qu'on va un peu regarder la vie des personnes. Mais je peux vous dire qu'en comparaison immédiate, quand on prend 3 minutes pour juger un réfugié syrien qui a volé 10 euros dans le métro, on ne va pas aller regarder le détail de sa vie, on va appliquer le code pénal. Et à l'hôpital psychiatrique, c'est pareil. Si tel individu présente des troubles de l'humeur, la grille bipolaire va très rapidement s'appliquer. Donc il y a cette espèce, alors je ne sais pas si on pourrait faire autrement, et ce n'est pas mon métier de proposer autre chose, hein. Je fais de la littérature, donc c'est très modeste, mais en tout cas,
c'est ce que j'essaye de mettre en lumière, c'est cette impossibilité finalement à prendre en charge les souffrances singulières des individus à partir de protocoles qui sont collectifs et généraux et désincarnés. Comme à l'hôpital, écrivez-vous, on y entre le plus souvent contre son gré, faible et inquiet, accusé, victime ou patient, c'est le même statut, friable, diminué, le même destin incertain. Je parle de ça parce qu'effectivement, cette question de cicatrice et de passion, même quand on va dans un palais de justice, c'est aussi la question de l'intrusion. Vous écrivez, vous, David Le Breton, l'intrusion d'une cicatrice n'est pas dans l'ordre des choses. J'aime beaucoup aussi la question de l'ordre des choses, parce que là aussi, dans la justice, c'est l'ordre des choses. Et une cicatrice qui arrive, elle bouleverse la normalité ou ce qui, voilà, l'ordre des choses. Et vous écrivez, en s'incrustant dans la chair, elle en perturbe l'unité. Survenue dans un contexte d'agression, elle est péniblement vécue, elle enquiste un traumatisme qui se réveille à chaque regard sur soi ou à chaque question des autres. Voilà ce que fait la cicatrice. C'est une intrusion déjà. En effet, c'est une effraction. La peau, elle est censée demeurer lisse, sans agression, mais effectivement, les cicatrices renvoient à un heurt à un moment donné avec les autres, avec le monde, à l'exception du nombril, évidemment, que nous avons tous et qui est la cicatrice des origines, la rupture du cordon ombilical, et puis le moment où chacun de nous a pris son envol en tant que... La première frustration, d'ailleurs, disait Françoise Dolto, qui parlait de castration avec le vocabulaire un peu psy, et pas toujours très pertinent à mon avis, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est la première frustration, parce qu'on passe de l'infini du ventre de la mer à la respiration, et puis il faut assumer à ce moment-là sa liberté. Mais on retrouve aussi dans les cicatrices les ambivalences que décrit Joy au regard moins des ambivalences d'ailleurs, plus majeures, mais il y a beaucoup d'ambivalence évidemment dans la condition humaine, et moi tout mon travail tourne en permanence autour des ambivalences, que j'écrive sur la douleur ou sur le visage ou sur les cicatrices. Il y a les cicatrices qui nous construisent, dont on est heureux de se remémorer l'histoire, et puis il y en a d'autres au contraire qui peuvent être des cicatrices tragiques, séquelles d'attentats, séquelles d'agressions, séquelles d'accidents de la route dans lesquels on n'y pouvait rien, etc. C'est un peu, finalement, ce sont des tests projectifs où le meilleur peut côtoyer le pire, et la même cicatrice, exactement la même géographie en quelque sorte de la cicatrice, peut être vécue de façon radicalement différente par deux personnes. En plus, il y a la question du genre, évidemment. Une cicatrice, comme je le dis dans le livre, une cicatrice a toujours tendance à viriliser les hommes, donc à leur donner une carrure, une réputation, etc., alors qu'elles abîment évidemment les séductions des femmes. Et après, évidemment, il faut nuancer en fonction du lieu du corps qui est touché, parce qu'on a tous des cicatrices, mais comme personne ne les voit, ça ne change pas énormément dans le lien social. En revanche, quand c'est sur le visage, quand c'est sur les mains, là, ça saute aux yeux de tout le monde, et ça va nous donner une identité, justement, un peu comme celle qu'on a en psychiatrie ou dans le contexte de la justice. On est vu à travers des formes d'œillères, des étiquettes, c'est le mot que je cherchais, des étiquettes qui font qu'on n'existe plus du tout en tant que sujet. Parce que pour ma part, je n'ai jamais cessé de combattre dans mon travail sur les conduites à risque des jeunes, quand on dit c'est une anorexique, c'est un toxicomane, etc., comme si c'était le tout de l'identité de la personne, alors que cette personne est aussi toxicomane ou je ne sais pas quoi. Et le danger dans la clinique, justement, c'est de voir, de se dire, j'ai rendez-vous avec mon anorexique tout à l'heure, etc., enfermé complètement dans un statut, et la psychiatrie fait très... Évidemment, le tribunal également, là j'ai moins travaillé sur le tribunal, mais la médecine, en tous les cas la psychiatrie a souvent tendance à nous enfermer dans une identité univoque, et pour le pire à mon avis, parce qu'elle est peu soignante comme vous l'avez pointé. Finalement, ce que vous dites, finalement, la cicatrice peut nous distinguer ou au contraire donner une fausse image de nous, c'est ça que je comprends ?
Oui, on peut dire ça. Il y a aussi d'ailleurs quand même des cicatrices choisies, délibérées, dans des contextes parfois assez radicaux quand même. Et j'évoque à un moment donné dans le livre des collectifs de femmes lesbiennes aux États-Unis qui ont été victimes d'inceste, de viol, et qui se réunissent entre elles à travers des cérémonies où elles vont être marquées au fer rouge. C'est ce que les Américains appellent le burning. Soyez rassurés, c'est pas du tout un truc violent, c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'est l'artiste, qui sait parfaitement ce qu'il fait. La personne a décidé de la forme qui va être gravée sur son corps. Et puis voilà, donc c'est une espèce du coup de cicatrice délibérée, mais de réappropriation de soi, de guérison, qui va faire mal, mais c'est aussi la traversée finalement de l'enfer de ce que ces femmes ont pu vivre en amont et qui aboutissent à des formes de renaissance. Il y a d'autres choses. Dans les sociétés traditionnelles, évidemment, c'est d'une banalité presque déconcertante, où les scarifications, par exemple, sont menées courantes, qui traduisent le passage de l'enfance à l'âge d'homme ou à l'âge de femme, avec des marques évidemment différentes d'une société humaine à une autre. Mais là, évidemment, ce sont des cicatrices choisies, heureuses, mais qui peuvent devenir d'ailleurs malheureuses, puisque là, j'évoque rapidement cette anecdote que je prends dans le livre, de cette jeune femme, Sarah, une ethnie du Sénégal, qui est radieuse de devenir une femme au moment de son rite de passage quand elle est adolescente. Elle a des scarifications en ligne horizontale sur ses joues. Et puis cette jeune femme va faire des études, et là du coup elle est confrontée non pas à son environnement un peu rural, mais plutôt l'environnement de la grande ville, et puis elle va avoir un poste important dans une association humanitaire, et elle se trouve complètement mise à l'écart parce qu'elle est perçue comme une femme défigurée. Même dans l'Afrique d'aujourd'hui, en marchant dans les rues de Dakar ou d'ailleurs, elle est perçue comme une femme défigurée, et elle explique qu'elle ne peut sortir qu'avec des hommes qui ont les mêmes marques, c'est-à-dire des hommes, Sarah également, qui portent les mêmes traces sur les joues, parce que ces hommes sont rejetés par les femmes. C'est-à-dire passage donc de signes de valorisation, de royauté personnelle, qui deviennent des formes d'infamie, de stigmatisation, et on va appeler finalement de la défiguration, où on va dire sont des balafres. Et en aucun cas, évidemment, des balafres dans les sociétés amérindiennes ou autres. C'est au contraire un motif d'énorme fierté. Mais le changement de contexte, tout est toujours dans le contexte, d'ailleurs, dans la condition humaine, tout est une affaire de contexte. Le changement de contexte fait que finalement, ce qui était merveilleux et beau devient affreux et laid. Et Intéressant, puis la question finalement de changement de société, de culture, hein, qui fait qu'on pose un autre regard sur les cicatrices ou sur le corps. J'en reviens au palais de justice aussi, où la question des classes sociales, vous le disiez, alors c'est pas un changement de société ou un changement de culture, mais tout de même, il y a ce que le corps dit de nous, notre façon de nous habiller, vous disiez, et vous montrez des exemples de traitements, on va dire, différents en fonction des visible classe sociale, et ça c'est quelque chose que vous explorez aussi jusqu'au bout, en tout cas à travers Barthes, à travers son regard de témoin, dans sa façon aussi de décrire juste aux habits que portent certains avocats ou certaines avocates, parce qu'il y a aussi la question des femmes et des hommes dans votre livre, comment ça dit aussi beaucoup de notre rapport à l'autre. Rien n'est neutre en fait dans la société, et tout est lié aux classes sociales et à ce que notre corps finalement dit de nous. Oui, et c'est vrai que dans la boîte noire de la salle d'audience, sur cette scène-là, tout est exacerbé, c'est-à-dire que tous les signes sociaux, tous les stigmates sociaux sont comme braqués sous des projecteurs en pleine lumière, c'est-à-dire que les différences sociales apparaissent de manière extrêmement violente, et c'est vrai que ça passe d'abord en effet par les costumes, comme je le disais tout à l'heure. La classe qui juge est en robe, parfois avec de l'hermine, enfin il y a en habit comme ça royal, qui est un vêtement qui est censé donc asseoir une autorité. Son décor qui sont en hauteur, hein, puisqu'ils sont sur une estrade. Alors l'avocat qui défend lui aussi est en robe, donc incarne une forme d'autorité. Donc il y a déjà ce signe-là social de la robe, de la tradition.
L'autre signe social très fort, c'est évidemment le verbe, la langue du droit que manient les magistrats d'une façon tout à fait obscure. Hein. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas fait de droit, il y a quand même certaines phrases qui vous échappent, parce qu'il y a tout un dialecte, qui est aussi un dialecte des médecins que j'ai étudié dans le livre précédent, des espèces de sabirs, d'entre-soi, de cette classe dominante qui parle une langue étrangère pour ne pas se faire comprendre de la plèbe. Et face donc à ces corps-là, cette langue-là, ces vêtements-là, ces postures-là, il y a en effet le peuple des prévenus, des accusés, et évidemment, l'immense majorité des prévenus sont issus des classes populaires, pour ne pas dire prolétaires. Et puis alors, il y en a beaucoup, par exemple, en comparution immédiate, qui sortent de 48 heures de garde à vue. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas pu se laver, qu'ils n'ont pas pu se raser, qu'ils n'ont pas pu changer de vêtements, qu'ils n'ont rien mangé, qu'ils sont terrifiés, qui sont hagards, donc déjà ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas forcément les codes culturels et langagiers de cette classe bourgeoise qui les juge. En plus, ils sont comme des animaux qu'on vient de sortir de leur terrier, donc il y a une apparence comme ça qui joue déjà en leur défaveur. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tous les signes sociaux des coupables, des violents, des asociaux, des irréguliers de la société. Ils sont des corps qui sont voûtés, qui sont fatigués. Alors, ce que je remarque aussi parfois dans le livre, ce qui m'a amusé, c'est parfois une espèce de révolte de classe aussi. À un moment, je parle d'une jeune femme qu'on a arrêtée pour trafic de drogue. Et elle mâche ostensiblement son chewing-gum, elle a le ventre à l'air, elle est avec son énorme doudoune, et elle n'entend pas se plier justement au code de cette classe qui veut la juger. Alors je me pose la question, justement, je me dis, mais est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas conscience qu'il faut avoir une certaine attitude pour attirer les bonnes grâces des juges, ou est-ce que elle s'en fout et elle veut signifier aux juges qu'elle les emmerde? Voilà, je m'interroge, mais en tout cas, il y a quelque chose dans la façon d'assumer son corps de prolétaire, son corps différent, sa façon de parler différente, qui touche beaucoup le personnage de Barthes comme une espèce d'orgueil et de dignité. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très très frappant, ça passe d'abord par les corps, et en effet, comme vous le disiez, à un moment, je raconte qu'il y a un bourgeois qui est jugé, c'est très très rare, un haut fonctionnaire qui gagne 15 000 € par mois, qui est en costume 3 pièces, très beaux souliers, attaché caisse, qui s'exprime dans une langue impeccable. Et tout de suite, il y a une autre ambiance dans la salle, dans le procès. On est entre soi, on parle la même langue, on peut se retrouver sur le même terrain, et tout d'un coup, il y a quelque chose de beaucoup plus feutré. La violence de classe est gommée. Et d'ailleurs, cet homme-là, ce haut fonctionnaire qui était jugé pour agression sexuelle sur sa femme, sera relaxé presque avec les félicitations du jury, quand d'autres iront directement en prison. Donc il y a quelque chose en effet de la lutte des classes, hein, qu'on croit parfois être une vieille histoire, mais en tout cas au palais de justice, elle est encore bien saillante. Et sur cette jeune femme, effectivement, Barthes note un tatouage près de l'oreille, les initiales VV, une rose sur la main. Ses ongles sont longs, pointus et manucurés. Elle a gardé son imposante doudoune noire en cuir, sous laquelle on distingue un minuscule débardeur de la même couleur. Elle a le ventre à l'air, n'a pas fait l'effort vestimentaire attendu. Les mots sont importants. Hein. Une tenue sage et couvrante, n'y a sans doute pas pensé, peu au fait des coutumes en la matière, des usages de contrition et de sérieux qui s'incarnent aussi d'abord dans les vêtements portés à l'audience. Un petit peu plus loin, vous écrivez « L'inertie crâne de la jeune femme est peut-être liée à cette connaissance intime des conséquences sociales de la politique pénale. Contrairement à Barthes, elle sait dans sa chair
et ses nerfs, l'insécurité brandie comme enjeu électoral, les peines planchées, la prison automatique en cas de récidive légale, les circulaires transmises à la police et au parquet incitant à poursuivre tel délit plutôt qu'un autre, les forces concentrées sur le trafic de stupéfiants, etc. etc. Et fait mention aussi qu'on arrête plus souvent les Arabes que les Blancs. Les marques visibles, effectivement, ça on les voit aussi. Il y a aussi une scène, et ça m'a fait aussi penser aux cicatrices, même si c'est pas vraiment la même chose. Il y a une scène où une femme de prévenue vient avec un chemisier un peu synthétique, pensant bien s'habiller pour le coup, et Bart la voit, le chemisier est bleu, et quand on a un chemisier bleu, mesdames et messieurs, quand on transpire, ça se voit. Et là, il ne voit que ça. Et c'est une marque, finalement, lui s'inquiète même pour elle en se disant, mais pas que la transpiration fasse croire qu'elle est coupable, parce qu'elle est mal à l'aise. Or, on peut mettre plein de choses là-dessus. Et voilà une marque visible, comme une cicatrice, finalement, quelque chose qui dit de nous, peut-être qui donne une fausse vision de nous, mais et on ne voit, moi c'est ça, on ne voit que ça, plus que ça. Et c'est un marqueur vraiment important à un moment donné. Le corps est toujours un langage, qu'il soit délibéré à travers les mimiques de notre visage, nos gestes, etc. Mais en même temps, notre peau exerce également une intelligence du monde, c'est-à-dire on va rougir dans telle situation, on va avoir des sueurs, on va parce qu'on a peur, par exemple, on va trembler, etc. Bon, il y a tout un univers signifiant du rapport au corps qui nous échappe, parce qu'il y a aussi une dimension inconsciente qui joue, mais qui peut être traduit parfois malencontreusement. C'est ça le problème, évidemment, parce que si dans la parole, on est à peu près explicite, et bon, on peut essayer de mesurer en comparant la parole et le corps, le degré de sincérité de la personne, souvent, malheureusement, on prend le langage du corps au premier degré. Et c'est ça, d'ailleurs, que j'ai souvent dénoncé, notamment dans mon livre sur le sourire, ou sur le sourire, par exemple, vous avez un classique de Paul Ekman qui nous explique que quand on sourit, c'est dans telle circonstance. C'est complètement débile, quoi, parce qu'il ne prend pas du tout en compte le contexte, il universalise, il naturalise différentes formes de sourire, comme si c'était... Et il se fait fort, d'ailleurs, dans les aéroports, de reconnaître un terroriste, par exemple, parce qu'il aura un faux sourire, etc. Ce qui est complètement débile, évidemment, parce que dans ce cas-là, la profession de comédien, d'ailleurs, n'existerait pas, parce que les comédiens savent magnifiquement jouer des émotions qu'ils ne ressentent absolument pas. Mais apparemment, Ekman n'est jamais allé au cinéma ou au théâtre. Mais en même temps, c'est l'ambiguïté de ce qu'on appelle le langage non verbal. Et regardez le paradoxe d'appeler quelque chose par son contraire. C'est comme si tout à l'heure, en sortant, on allait dire ah ben, c'est la non-nuit ou le non-jour ou je ne sais pas quoi. Ça n'a aucun sens de parler de langage non verbal, mais ça en dit long évidemment sur le fait que nous vivons dans une société où le langage est imminent, fondamental, et le corps est une sorte d'agent subalterne, et en plus qui peut nous trahir. Et il y a plein de livres sur le savoir du corps, l'intelligence du corps, etc. sont des espèces de tracts comme ça pour dire faites attention, si on fait ci ou si on fait ça, vous n'avez pas forcément devant vous quelqu'un d'intègre, de sincère, etc. Voilà, énorme ambiguïté du corps toujours. Donc par exemple là, la sueur, elle peut renvoyer tout banalement au fait d'avoir chaud, au fait d'avoir peur, mais ça n'a évidemment aucun degré avec l'innocence, parce qu'on peut être aussi un innocent qui a la terreur de se retrouver condamné, ou l'inverse aussi. Donc tout ça, ça montre bien l'extraordinaire polysémie de nos gestes et de nos comportements et de la manière dont notre peau réagit au monde. Mais il faut toujours intégrer le contexte et puis le point de vue de l'individu aussi, d'ailleurs. Et pas parler de façon généraliste, comme font ces très souvent américains, d'ailleurs. David Le Breton sur la question de l'invisibilité et de la visibilité, parce que là aussi, quand on parle du corps, c'est aussi cette question de ce qu'on voit, hein, du visible et du non visible. Est-ce que la question du corps a plus de place ou d'importance dans nos sociétés de l'image aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose d'une réflexion sur l'invisibilité que vous faites ou pas, et notamment en questionnant les cicatrices?
cette question de l'invisibilité. L'invisibilité, je l'ai surtout rencontrée dans mon travail sur la douleur, et c'est le drame de beaucoup de personnes douloureuses chroniques qui sont ravagées par leur douleur et devant qui, enfin, et des médecins leur disent mais vous n'avez rien, voilà, parce que les examens médicaux semblent absolument. La fibromyalgie est un exemple assez tragique en la matière, dans la mesure où il n'y a pas d'effraction organique, il n'y a pas de traces précises. Et donc, j'ai souvent vu dans mon travail, en effet, des médecins dire c'est des hystériques, etc., d'un air de dire faut les envoyer en psy, elles n'ont pas leur place dans les consultations à l'hôpital. Là, je pense que le pire, c'est sans doute l'invisibilité de la douleur, qui n'a pas l'évidence d'une fracture ou d'une morsure ou d'une blessure physique avec du sang qui coule et autres. Là, on est obligé de croire, entre guillemets. Si on n'accepte pas la parole du patient, et dans ce cas-là, à quoi bon être médecin, quoi, si on doute en permanence du médecin ou si on n'écoute pas ses patients? C'est là, à mon avis, où c'est le pire. Puis après, évidemment, au niveau plus banal, pour chacun de nous, il y a des cicatrices qu'on aime montrer, d'autres qui sont... La cicatrice est une preuve, c'est ça? C'est une preuve, quelque chose qui prouve que ce qu'on dit est vrai? Elle peut avoir effectivement... Oui, alors là, c'est évidemment le problème souvent des réfugiés qui doivent démontrer qu'ils ont été torturés, agressés dans leur pays pour légitimer, par exemple, une demande d'accueil, de statut à l'intérieur de la société française. Le problème, évidemment, l'ambiguïté, c'est que ce sont aussi des hommes ou des femmes qui savent comment faire, donc ils peuvent très bien sortir de vieilles blessures en disant qu'elles sont issues de tortures abominables qu'ils ont vécues, ou ils peuvent avoir carrément fait ces blessures quelque temps auparavant. Donc c'est jamais dans la condition humaine. Enfin, pour moi, c'est ça. On travaille d'anthropologue depuis le début. On est toujours dans une extrême ambivalence. On a toujours du mal à savoir sur quel pied danser, parce que, comme disait d'ailleurs magnifiquement Edmond Jabès, le poète, au cœur de l'évidence, il y a le vide. Vous écrivez évidence, vous avez vide. Évidence, c'est souvent ça. Il ne faut jamais oublier le vide que possède en puissance, en tous les cas, ce qui nous paraît absolument évident. Il y aura un micro tout à l'heure qui va circuler dans la salle si vous avez des questions dans une dizaine de minutes. La condition humaine, finalement, tous les deux, c'est ça que vous questionnez depuis longtemps. C'est notre rapport au monde, notre rapport à l'autre, bien au-delà du corps, finalement. C'est cette condition que veut quitter d'ailleurs Barthes. Vous disiez tout à l'heure, je crois, fatigué, je crois, de cette vie. Il a un passé aussi qu'on voit bien, qui porte aussi peut-être comme une cicatrice, qui n'est pas visible, mais c'est cette condition humaine que vous creusez, presque un peu désespérée, si je peux me permettre, moi qui vous lis depuis quelques années quand même, il y a quand même un constat de plus en plus, même chez vous, Joy, de cette condition de laquelle on a envie peut-être aussi de s'extraire, de s'échapper. Alors on est bien avec son crayon quand on est écrivain, mais c'est aussi ça que vous questionnez. Oui, et la condition humaine, ce qui est bien avec l'outil romanesque, l'outil de la littérature, c'est qu'on peut la singulariser. On parlait tout à l'heure de cette tension entre les institutions générales et puis les individus propres. Et moi, ce qui m'intéresse dans la forme littéraire, mais David Le Breton prouve qu'en anthropologie, on peut faire exactement la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle toujours en particulier. C'est pour ça que moi, j'ai choisi cette forme-là. Et c'est vrai que face, en effet, à une colère peut-être grandissante que j'ai face au monde, je pense qu'on peut tous partager. Barthes, il est inspiré du personnage de Bartleby de Melville, pour ceux qui l'ont lu, et qui est connu pour cette fameuse phrase « je préférais ne pas ». Et finalement, mon Barthes aussi, c'est celui qui dit à la face de la justice, mais aussi à la face du monde tel qu'il dysfonctionne aujourd'hui, face à ces violences, dire « je préférais ne pas ». C'est cette espèce de sédition douce, c'est-à-dire pas de rébellion frontale ou violente, mais de pas de côté, de dire je marche pas dans l'affaire, moi. Mais en revanche, je vous vois, je vous regarde, j'observe et je ne suis pas dupe. Et ce qui est bien dans la littérature, c'est que la condition humaine dont vous parlez, on peut aller la regarder à travers la singularité d'un personnage. Le roman a ceci de fort, c'est qu'il ne parle jamais en général, il ne tient pas de discours et il ne peut être que dans l'incarnation d'un corps
d'une existence, d'une trajectoire, de gestes, de paroles. Et je pense qu'il a aussi cette modestie-là, dans laquelle moi je me reconnais, et qui nous prémunit contre l'arrogance des discours. Et c'est vrai que dans Cicatrice comme dans les autres, ce qui je trouve très fort et finalement très convaincant du point de vue de la pensée, c'est qu'il y a tous ces exemples, que ce soit des exemples littéraires, que ce soit des exemples pathologiques, que ce soit des paroles rapportées de jeunes, par exemple, qui racontent leur scarification en italique dans le texte. Enfin, c'est important, hein, c'est en fait parce que tout d'un coup, la condition humaine, en fait, ça nous dit rien si elle n'est pas portée par une trajectoire singulière, par la phrase qui a été prononcée par un corps. Et je ne vois pas comment, en fait, être touché autrement que par le passage par cette forme singulière, parce que c'est finalement la forme de l'empathie. Et que la condition humaine, on peut rentrer en empathie avec elle, justement à partir du moment où on passe du général au singulier. Et je pense que c'est la grande vertu de l'écriture. Mais c'est vrai qu'elle permet aussi de porter une noirceur là, que vous nommez, mais qui est celle, je pense, qui est assez commune en fait. On suit aussi les soubresauts du monde tel qu'il va. Je vais finir sur deux choses, sur l'enfance et sur la question, je crois, de liberté, parce que je crois que c'est aussi ça que vous questionnez et que tente peut-être Barthes, c'est de ne pas appartenir à quelqu'un. Je crois que vous dites à un moment donné, il se tait. Je ne vais pas dire la fin, mais il se tait pour ne pas leur appartenir. Finalement, son silence au tribunal par rapport à la parole, qui est constante. Un tribunal lui fait le choix plutôt de se taire pour n'appartenir finalement qu'à lui et pas aux autres et pas à la société dominante, si on pouvait aussi mettre un autre mot. Et la question de l'enfance, vous dites aussi que l'enfance nous laisse plein de cicatrices, alors plein de cicatrices différentes, et vous dites plutôt on devrait en avoir encore plus, ou je regrette de ne pas en avoir plus, c'est ça? Parce que finalement, il y a deux choses, peut-être que ça se rejoint un peu, hein, cette question de rester peut-être dans l'enfance, même quand on vieillit, pour avoir les marqueurs de notre enfance, qui est quand même, je crois, le signe d'une grande liberté, non? Quand on est enfant, on n'est pas encore imprégné par la société. Est-ce que c'est ça aussi qui est important dans ce que vous faites l'un et l'autre? Évidemment, on est tous les héritiers de l'enfance, mais en même temps, je n'ai cessé de combattre la fatalité, entre guillemets, par exemple dans mon travail sur les conduites à risque. Ce n'est pas parce qu'on grandit dans une famille maltraitante, etc., qu'on va avoir une vie complètement gâchée, parce qu'il y a des tas d'expériences, des tas de grands écrivains, de grands cinéastes qui ont grandi dans des conditions absolument épouvantables, et puis beaucoup de gens qui grandissent dans des conditions très heureuses, et puis finalement qui ont une vie heureuse. Mais comme on dit souvent, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est pas eux qui vont écrire sans doute les grands romans ou les grands films, qui exigent d'abord de s'être quelque peu fracassé contre le monde pour en avoir quelque chose à dire. Sinon on est trop à distance. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a cette liberté de l'enfance, et les cicatrices qu'on a tous, pour la plupart, viennent de nos chutes quand on a appris à marcher, de nos chutes de vélo, les vaccinations autrefois qui laissaient une petite trace. Une petite trace, oui, voilà. Et donc des choses qui sont relativement heureuses finalement, parce qu'on s'est très bien relevé de ces cicatrices. En revanche, quand les cicatrices sont plus tardives, évidemment, c'est là où on est davantage dans un contexte d'agression, de survie après un attentat ou d'accidents de voiture qui peuvent être tragiques, à la limite pour les autres, même si on s'en sort. Donc c'est pas le même statut. Mais le bonheur de l'enfance, évidemment, c'est cette insouciance en quelque sorte. Est-ce que vieillir, laisse des cicatrices? Est-ce que les rides, les marques, la vieillesse, ça pourrait être aussi des cicatrices? Oui, non, Ouais. Est-ce que c'est la seule chose qu'on devrait garder au final à la fin et se débarrasser de tout le reste? Oui, alors là, c'est la merveilleuse formule de la grande actrice italienne Anna Magnani qui disait à son maquilleur avant le tournage d'une scène: laissez-moi toutes mes rides, il m'a fallu toute ma vie pour les faire. Voilà, magnifique élégance d'une très grande comédienne, d'une grande star, hein, mais qui voyait sa carrière quand même commencer à décliner, puisqu'elle n'avait plus les séductions qu'elle avait quand elle était plus jeune.
personne. Oui, c'est vrai que je n'aborde pas la question des rides comme une cicatrice parce que ce serait quand même une extension trop grande. Et puis parce que c'est un sujet c'est un livre à part entière, quoi. C'est la difficulté de se reconnaître à travers le vieillissement, à un moment donné dans sa vie, quand on regarde son visage, on a l'impression que c'est plus soi. Et on se demande où on est passé. Et puis, plus ça va, et plus, effectivement, moins on se reconnaît. C'est, je crois, l'un des drames du vieillissement, au-delà du corps, parce qu'on peut dire, évidemment, que quand on vieillit, on a tous un corps qui change et qui n'a plus du tout les mêmes performances qu'autrefois. Et souvent, on se sent un peu en décalage avec les choses qu'on aimerait faire et celles qu'on est capable de faire. Mais je pense que le visage est le plus grand révélateur, quoi, de se regarder comme un autre dans le miroir. Et dans mon livre sur le visage, j'en avais pris beaucoup d'exemples dans l'histoire de la littérature, de grands auteurs qui se disaient mais qui c'est ce type-là, qui est cette femme que je regarde dans le miroir, ça peut pas être moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne... C'est d'ailleurs Paul Auster qui dit mais qu'est-ce qu'on a fait de ce petit garçon que j'étais? La question de la dépossession, il se dépossède de tout et de son identité. Est-ce que c'est une forme de résistance au temps et aux autres? Et à soi-même aussi. Déjà, je pense que c'est une hygiène de vie, je pourrais dire. Je pense que c'est très important de se déprendre de soi-même, de sa fatuité, de son ego, de son orgueil. Et c'est vrai que la fatigue d'être soi qu'incarne Barthes, moi je me sens assez proche de cette fatigue et écrire me permet justement, dans les moments où je suis fatiguée d'être moi, voilà, d'aller voir ailleurs. Pour moi, l'écriture est vraiment le lieu de l'altérité et c'est pour ça que j'écris aussi sur des sujets qui sont très loin de moi. J'écris sur la boucherie, la psychiatrie, la justice, des choses des mondes que je n'aurais jamais pénétrés autrement. Et en fait, ça me permet d'être concernée par ce qui ne me concerne pas. Voilà, j'ai jamais été devant un tribunal, je n'ai jamais été hospitalisée en psychiatrie, mais je veux être concernée parce que je pense que ce sont des faits sociaux essentiels et parce que je pense que nous avons tous notre part de responsabilité collective dans tout ce dans la manière dont on juge, dans la manière dont on soigne, dans la manière dont on éduque. Donc voilà, c'est aussi une façon de se fondre dans le collectif, de fondre son identité dans le collectif, de ressentir une forme de communauté. Alors le paradoxe, c'est qu'il faut avoir un sacré ego pour se permettre d'écrire des livres et de les publier. Donc c'est à la fois se déprendre de soi, mais en même temps, c'est avoir quand même son nom écrit sur une couverture. Donc il faut assumer ce paradoxe. Mais en tout cas, dans le geste de l'écriture, je le ressens et j'ai envie, en effet, de créer des personnages qui, dans ce geste, comme vous le disiez, entrent dans une forme de sécession et en tout cas refusent les choses telles qu'elles sont, avec l'idée que c'est comme ça. C'est un peu le discours politique, par exemple, ce serait une matrice du discours politique c'est comme ça, les choses sont telles qu'elles sont. On ne peut pas faire autrement, il n'y a pas d'alternative. Le fameux « il n'y a pas d'alternative » qui est une espèce de mantra du monde capitaliste, on pourrait dire. La littérature, la pensée, la science, toutes les sciences, l'anthropologie permettent de dire si, en fait, il y a d'autres voies possibles, même si elles sont modestes, même si elles sont précaires, même si on ne changera pas le monde avec nos livres. Voilà, on peut quand même au moins agiter nos esprits. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a un micro qui est là, ou des remarques, ou des questions, ou des cicatrices à montrer. Je ne sais pas. Et sinon, levez la main si vous avez. Sinon, moi, j'ai une toute dernière question. Il y a une question, je crois qu'il y a une main là qui se... Je ne croyais pas que... Ah si, je peux parler. Excusez-moi. Non, c'était peut-être... ça m'a fait... Enfin, le corps, vous avez parlé des corps dans leur singularité. Et en fait, j'ai pensé aussi que... Je pensais aux liens de parenté, les liens familiaux qui peuvent relier plusieurs corps... finalement, par un lien qui est sacré, entre les membres d'une même famille ou dans les communautés plus religieuses, des liens de fraternité, où quelque part, les corps de chacun
être mis à rude épreuve, comme ce que vous disiez. Enfin, par exemple, dans les pratiques religieuses, il y a des corps qui font qu'un seul corps. Et bon, non, enfin, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est juste que j'ai pensé à un moment donné aux liens de famille, par exemple, entre une mère et son enfant, enfin, des choses qui dépassent aussi le soi, qui permettent aussi de ne plus penser d'une façon. Enfin, c'est pas que je veux pas employer, qui permettent de peut-être avoir une distance sur soi, ou pas. Oui, il y a beaucoup de choses dans votre interrogation plutôt que question, parce qu'à la fois, notre corps, il est strictement singulier, mais il est totalement marqué par le social, le culturel, l'affectif, les relations initiales, ce que des psychanalystes appellent l'attachement, enfin, des gens comme Cyrulnik ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc on est le produit de tout ça, mais en même temps, on n'est pas des produits mécaniques. Je cite souvent Sartre qui disait « on est ce qu'on fait de ce que les autres ont fait de nous ». C'est-à-dire notre marge de liberté, c'est justement comment on est créateur avec tout ce qui nous a influencé dans notre enfance, dans notre culture, etc. Et puis vous évoquez la manière dont la singularité des acteurs peut être dissoute dans des formes d'intégrisme religieux, du coup, parce qu'il y a beaucoup de religions, on peut être avec les autres en maintenant quand même une grande forme de singularité, mais il peut y avoir des formes d'intégrisme religieux, en effet, qui sont assez nocifs. Et en tous les cas, pour l'expression de soi, la singularité personnelle et autres. Dans la vie, voilà, il y a toujours cette dialectique entre l'universel en soi et le social, le culturel et le singulier. Et le corps, c'est aussi, on va finir comme par ça, parce qu'on est quand même en festival de géographie, je crois que c'est aussi une cartographie de quelque chose, ça raconte des choses, et c'est un lieu, je crois, le corps, si on pouvait, ça peut être une maison, ça peut être un refuge, ça peut être plein de choses, et je crois aussi que c'est ce qui se détache dans ce que vous faites aussi. Moi, j'ai lu les deux en même temps, donc j'invite tout le monde à faire la même chose. Le témoin de Joël Sormand chez Flammarion et Cicatrice, David Le Breton, j'ai pas évoqué, mais il y a d'autres livres, il y a aussi La fin de la conversation qui est apparue il n'y a pas très longtemps aussi, toujours chez Métellier. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous. Merci à vous. Ah, il y avait une autre question, je suis désolée, je n'avais pas oui, vu. J'avais éventuellement une toute petite question à Monsieur Le Breton sur parmi les enquêtés que vous avez eus, sur le rapport au maquillage face aux cicatrices. On cache pas, on voile, on dévoile, voilà. La fréquence de tout ça, je ne me rends pas compte du tout. Non, là, on ne peut pas généraliser, évidemment, parce que il y a des gens qui revendiquent leurs cicatrices et qui les arborent. Il y en a d'autres, au contraire, qui les dissimulent sous des maquillages ou des tatouages ou des choses comme ça. L'essentiel, c'est d'où vient cette défiguration, entre guillemets, qui marque la peau. Est-ce que c'est un moment choisi, heureux, ou un moment absolument désastreux? Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des grosses cicatrices pour voir que des gens veulent absolument les effacer. Dans le livre, j'ai vu une femme, par exemple, victime d'un viol, et dont c'est une très modeste cicatrice, mais à chaque fois qu'elle se voit, il y a le rappel de l'horreur. Et donc, elle va rencontrer le chirurgien esthétique pour effacer. Et le chirurgien s'étonne, parce qu'il dit, moi-même, j'ai eu du mal à voir que c'est parce que vous me le dites que je vois ça, etc. Mais toute cicatrice est une mémoire. Et quand le fait d'assumer ou pas ces cicatrices, c'est un rappel de mémoire. Et il y a des choses absolument insupportables, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.